chers amis, donc du grec, du latin, mais aussi bien sûr de la langue française. Nous représentons ici toutes les générations, ce que je trouve extrêmement encourageant, ces générations qui sont au service des savoirs et qui, en définitive, assurent notre avenir. Il y a 4 dates qui me viennent à l'esprit. La première est celle de 1635, où c'est la création de l'Académie française par Richelieu et sous Louis XIII, et avec aujourd'hui la 9e édition du dictionnaire de l'Académie, on comprend la pérennité qu'a l'Institut et son œuvre, d'ailleurs, ici représentée par une autre très grande académie. 1962, j'ai posé la question à Madame la Présidente de la MOPA, 30 octobre, a-t-elle précisé, ce qui prouve à quel point elle possède cette association merveilleuse, c'est la création de la MOPA. 1966, c'est évidemment la création d'Athéna, qui d'ailleurs rime avec Amopa, et nous voici en 2023, et là c'est vous qui représentez en tant que lauréat, il y a une date forte, vous incarnez en quelque sorte ce 21e siècle. Et vous êtes là pour lutter contre cette pandémie d'inhumanité qui nous a été évoquée tout à l'heure et qui est soutenue donc très fortement par la MOPA. Alors je ferai peut-être 4 remarques chronologiques pour ainsi dire. La première remonte à l'indo-européen. L'indo-européen, je constatais rapidement que Athéna, finalement, on pense qu'il y a un indo-européen à l'origine qui serait At, et qui veut dire le sommet, en somme la tête. Minerve, qui en est cette traduction, puisque nous sommes en grec et en latin, on pense que c'est Men, qui veut dire pensée, et donc déesse aussi de la pensée. La tête, la pensée, vous voyez que nous avons un débat très élevé. Une deuxième remarque, c'est que Athéna, lorsqu'on nous la présente dans les différents dictionnaires, on la met dans cet ordre, on peut avoir d'autres ordres possibles. Déesse de la sagesse, déesse de la stratégie militaire, déesse des artisans, des artistes, déesse des maîtres d'école. Et là encore, on se retrouve avec la MOPA et ce lien que vous avez su magnifiquement établir. Alors évidemment, Athéna, nous sommes ici dans un lycée assez prestigieux, c'est le moins qu'on puisse dire, à côté du Panthéon, et on pourrait l'appeler un Athénée. Nous avons ce mot qui était dans la 7e édition du dictionnaire de l'Académie française, il a disparu ensuite, mais vous pourrez le remettre, si vous voulez, dans les colonnes. Voilà la définition qui était donnée. Il se dit de certains établissements où s'assemblent des savants et des gens de lettres pour faire des cours ou des lectures, des conférences. Aller à l'Athénée, assister aux cours, suivre les cours. Donc nous sommes ici dans l'Athénée et vous représentez cet Athénée dynamique qui ne se jamais tout au long d'une vie. Alors maintenant, une deuxième remarque constituera dans le fond une sorte d'introduction au voyage dans les dictionnaires, puisque c'est un peu mon péché. On est entouré ici, je l'ai vu, de quelques dictionnaires prestigieux. Sans doute y a-t-il d'ailleurs le premier de la langue française, qui a été le premier monolingue, c'est-à-dire français-français, puisqu'auparavant c'était latin-français, puis français-latin, puis français-français. Et le premier dictionnaire de la langue Richelet, où tous ces auteurs savaient le latin, pas toujours le grec. Alors la définition, dans l'ordre chronologique, j'ai pris grec et latin. Grec, ça va nous donner langue grecque, bien sûr, entendre le grec, apprendre le grec, et puis une citation de Molière, qui va des femmes savantes, « Il fait du grec autant qu'un homme de France ». C'est du grec pour vous, c'est-à-dire cela vous passe, autrefois vous passe, ça veut dire vous dépasse, vous n'y entendez rien, ou encore il est grec là-dessus, c'est-à-dire il est savant, il est adroit là-dessus. Donc si vous voulez, derrière Richelet, il y a eu un deuxième grand dictionnaire qui a, dans le fond, donné toute la série après des dictionnaires encyclopédiques. C'est celui de Furetière. Alors je ne vais pas vous lire tout l'article, il est très long.
Mais il y a d'abord la langue grecque et formelle, la grammaire grecque de Nicolas Clénard, d'Étienne Moreau, donc sont citées toute une série de personnes qui ont travaillé. Et enfin, Henri Estienne en a fait un autre sous le nom de Conformité de la langue française avec la grecque, et quand même, de manière festive, le vin grec est fort en estime. Il y a le grec ancien, le grec moderne. Furetière avait cette capacité, comme l'Académie française, d'offrir les proverbes, ce qu'on appelle proverbes, c'est-à-dire les expressions. Et on dit proverbialement qu'un homme est grec dans une affaire, dans une science, quand il en connaît tout le fond. On dit aussi qu'un homme n'est pas grand grec quand il est ignorant ou peu industriel. On dit aussi, communément, passé, c'est du grec. Alors on voit bien, si vous voulez, que le grec ici est largement précisé et apprécié. Et il vous faut consulter ensuite, mais ça vous le ferez tout seul, le dictionnaire de l'Académie française, qui est gratuit sur Internet, et qui offre, ce qui est merveilleux, toutes les éditions de la première à la 9e, la dernière. Il y a une très belle définition, évidemment un très bel article pour le 9e article, mais on a aussi, en cliquant tout simplement en haut de l'écran, la première édition, et vous verrez tout ce qui est dit du grec. Mais j'insiste quand même pour préciser que dans la 9e édition, il y a tout en bas des possibilités de consulter un article supplémentaire rédigé par l'Académie française, comme le dictionnaire, qui s'appelle Du grec, point d'interrogation, et suit toute une sorte de développement sur les mots grecs et ce que ça a donné dans la langue française. Alors passons au latin, même parcours. Richer, 1680, langue latine, entendre le latin, apprendre le latin. Pays latin, nous y sommes. Le pays latin, ces mots se disent en riant et signifient l'université, qui est l'endroit de Paris où sont les collégiens et les régents. Donc nous sommes ici en pays latin. Il en a perdu son latin, c'est-à-dire il n'en vient pas à bout. C'est du latin qui passe votre gamme, c'est-à-dire, vous n'entendez pas cela. Alors, deux mots péjoratifs, le latineur, espèce de pédant qui ne fait que du latin. Un latineur est ridicule chez le grâce et chez l'amour. Bon, ça se discute. En tout cas, là, c'est le côté un peu pédant, évidemment, parfois, des latineurs qui ne sont pas les latinistes que vous êtes, bien entendu. Et latiniser, parler presque sans cesse latin, un pédant qu'on appelle Gilles pense avoir attrapé nos filles quand il a bien latinisé. Bon, après tout, c'est une arme. Évidemment, latinisme et d'autres mots de ce type. Et arrive Furetière, qui, vous l'avez compris, se spécialise un petit peu dans les définitions encyclopédiques. Et là, c'est langue morte, célèbre, qu'on parlait autrefois à Rome, qui est à présent le fondement de la littérature, et connu de tous les savants. La langue latine passe partout. En toute l'Europe, on trouve des gens qui parlent latin. Le latin est la clé des sciences, ils parlent latin comme Cicéron. Et alors, bon, je passe une série d'informations sur les types de dictionnaires, des formules que j'avais oubliées ou même que j'ignorais, des tripes de latin, je ne sais pas si vous connaissez cette formule, des tripes de latin, ce sont de méchants passages de latin qu'on cite. Bon, évitons peut-être les tripes de latin. Et au moment où on fête Villers-Cotterêts, on expédiait autrefois tous les actes de justice en latin. Il y a eu des ordonnances expresses faites en 1512 et 1539 qui portent des défenses d'expédier dorénavant les actes de justice en latin. Donc voilà qui est précieux, bien sûr. Des expressions oubliées aussi. On le dit d'un mauvais écuyer qu'il pique en latin, pour dire qu'il se tient à cheval à la manière des pédants, c'est-à-dire des enseignants, donc très droit, discutable. D'ailleurs, je suis assez souvent voûté, donc c'est peut-être ça qui me pousse à ne pas trop le redresser. Et puis alors, toute la série des expressions, quand on entend dire du latin à un ignorant, on dit « le jour du jugement viendra bientôt, les ânes parlent latin ». On dit aussi à un ecclésiastique ignorant qui dit quelques mots de latin que c'est du latin de Bréviaire, pour lui reprocher qu'il ne sait autre latin que celui qu'il a appris en disant son office. On dit encore du méchant latin que c'est du latin de cuisine, il n'y a que les marmitons qui l'entendent.
On dit aussi qu'un homme est au bout de son latin quand il ne sait plus que dire ni que faire pour achever quelque chose. On dit encore qu'un homme crache du grec et du latin quand il cite beaucoup. Et on dit encore parler latin devant les cordeliers quand on parle à des gens plus savants que soi. Donc vous êtes presque des cordeliers, hein. On évite de parler latin devant vous parce que vous avez des experts. Alors je n'irai pas plus loin, si vous voulez, dans en quelque sorte le parcours à l'intérieur du dictionnaire. Une dernière remarque vient et qui est celle d'un mot qu'on a un peu oublié. Il y a les épithètes, c'est féminin, donc une épithète. Il y a eu un très beau dictionnaire des épithètes en 1571 par Maurice de la Porte. Pour le mot latin, il y a beaucoup d'épithètes qui sont proposées. Et puis il y en a un autre qui est peu utilisé, c'est l'épiclèse. Alors une épiclèse, c'est une épithète dédiée à un théonyme, à un nom de Dieu. Et bien sûr, il y a Athéna. Athéna est très souvent citée parmi les mots qui se prêtent à épiclèse. Il y a Athéna la sage, Athéna la victoire, Athéna protectrice qui veille sur la santé de la famille, Athéna la combattante, Athéna la vierge, Athéna industrielle, non, industrieuse, Athéna de la lignée, et ensuite Athéna grande guerrière, porteuse de flambeaux, Athéna contre les malfaisants, Athéna des portes, et moi je conclurai en disant tout simplement Athéna l'avenir, vous.